Merci beaucoup Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter ce sur quoi nous travaillons dans l'équipe crânio-faciale, mais aussi avec toutes les équipes de la filière, en lien avec la simulation, avec la présentation de certains projets de recherche et puis l'utilisation des outils qu'on a développés pour la recherche pour les mettre à la disposition des patients. Donc c'est un travail d'équipe et on collabore avec tous les CRMR de la filière, plus particulièrement avec Mafas et Cranios parce que j'y suis affilié, mais aussi avec Malo, Horar et Spraton, comme vous allez le voir dans la présentation, surtout des applications cliniques. Alors la chirurgie crânio-faciale s'intéresse aux malformations crânio-faciales, donc qui touchent à la fois le crâne et la face. L'une des pathologies les plus emblématiques de cette discipline, ce sont les facio-craniocénoses syndromiques. Ce sont des enfants qui ont une disproportion entre la croissance des tissus mous et la croissance osseuse. Donc l'os ne grandit pas assez pour pouvoir contenir le cerveau en croissance, les yeux en croissance, la langue. Et donc ils sont confrontés à une multitude de problèmes d'ordre fonctionnel et esthétique. Et leur prise en charge doit inclure des interventions chirurgicales pour des raisons fonctionnelles et puis des interventions chirurgicales pour des raisons morphologiques. Donc c'est une prise en charge longue avec beaucoup d'étapes et c'est très difficile de rationaliser cette prise en charge. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et ce sont des maladies qui sont pour certaines génétiques, comme vous voyez à droite. Certaines sont liées par exemple aux mutations des gènes FGFR et elles ont pour point commun de perturber le fonctionnement des sutures, c'est-à-dire des joints entre les os du crâne qui dysfonctionnent ou se ferment trop vite et donc ne permettent pas au squelette de s'adapter à la croissance du cerveau et des autres tissus mous de la région crânio-faciale. Alors la personne qui a inventé en quelque sorte la prise en charge chirurgicale de ces patients, c'est un chirurgien français qui a beaucoup travaillé dans les années 60-70, qui s'appelait Paul Tessier, c'est un chirurgien plasticien. Et Paul Tessier avait dans sa pratique déjà une familiarité avec deux éléments qui sont très importants et qu'on va voir, c'est la simulation et les données aussi de santé. Il était très impliqué dans la collecte de données de santé rationnelles. Vous voyez ici un exemple de simulation qui avait été fait par Paul Tessier sur une réplique en cire d'un crâne. Et c'est sur de telles répliques qui s'entraînaient pour mettre au point ces techniques chirurgicales. Donc c'est une discipline qui a depuis très longtemps des liens assez forts avec la simulation. Et Paul Tessier avait aussi un rapport très très proche à la collecte des données. Là, vous voyez une de ses observations médicales. C'était un des premiers à avoir des dossiers très structurés avec un formalisme qui lui permettait de revenir dans les dossiers et d'extraire des données de santé. Comme maintenant, on construit tous des bases de données. Lui, ça a été un précurseur. Et donc, il a pu, grâce à ce type de travail, aussi rationaliser son activité et donner une base scientifique à ses décisions thérapeutiques. Il y a beaucoup d'interventions différentes en chirurgie crânio-faciale. Une des plus emblématiques, c'est ce qu'on appelle l'ostéotomie frontofaciale monobloc. C'est une intervention qui est très lourde pour les enfants, mais elle permet de régler plusieurs problèmes fonctionnels et morphologiques en même temps. C'est une intervention qui soulève aussi beaucoup de questions sur comment évaluer son efficacité, comment améliorer les conditions de sécurité dans lesquelles elle est pratiquée, et elle met en jeu beaucoup de spécialistes. Donc l'étude de cette intervention, c'est un bon exemple de tous les problèmes auxquels sont confrontés les chirurgiens crânio-faciaux et qu'ils essayent en partie de résoudre avec la simulation. Une question supplémentaire et aussi la formation à la pratique de cette chirurgie qui est aussi très longue et très complexe et qui nécessite le recours à des modèles, comme on va le voir, qui peuvent aussi être produits dans le cadre de démarches de simulation. Donc ça, c'est un exemple avant-après d'ostéotomie monobloc. Et vous voyez que c'est une ostéotomie assez extensive qui entraîne une mobilisation de l'ensemble du massif crânio-facial. Alors la simulation, d'une manière très générale, ça c'est vraiment des banalités, c'est le fait de considérer un phénomène, d'utiliser des données radiologiques, des données cliniques, pour produire un modèle. Et une fois qu'on a un modèle qui est en fait une réplique artificielle, in silico ou en plastique ou en divers matériaux, une fois qu'on a une réplique de notre phénomène clinique ou biologique, on peut faire fonctionner ce modèle, soit l'utiliser pour mieux comprendre ce qui se passe, par exemple on peut simuler la croissance d'un crâne, soit l'utiliser pour enseigner par exemple une technique chirurgicale ou une conduite à tenir comme vous l'a montré le docteur Thierry. Donc ça, c'est le processus de simulation, mais le processus de simulation passe en fait de manière inévitable par la création d'un modèle, qui est une réplique de la réalité biologique ou clinique. Alors, pour avancer dans la compréhension de tous ces phénomènes de croissance crânio-faciale, des anomalies crânio-faciales, nous avons créé avec le service de chirurgie maxillofaciale, le service de neurochirurgie et un ensemble de praticiens et de scientifiques de la filière, de l'Institut Imagine, sur le site de l'hôpital Necker, un laboratoire
qui s'appelle Forme et croissance du crâne, qui aujourd'hui, c'est depuis 2020, pardon, c'est pas mal étendu. On a 2 postdoctorants, on a 3 étudiants en thèse, un 4e qui va commencer à la rentrée, de nombreux Master 1, Master 2, et puis on a une plateforme technique aussi d'impression 3D. Vous voyez, le laboratoire se trouve sur le site de Necker, vraiment au carrefour d'un gros institut de recherche qui est l'Institut Imagine où nous sommes aujourd'hui, et puis le bâtiment Laennec où il y a les services cliniques, notamment certains affiliés à la filière. Et vous voyez qu'on est vraiment sur le site clinique et on collabore aussi avec beaucoup d'institutions dont certains sont représentés à droite, à la fois des hôpitaux et des universités, des instituts de recherche, des écoles d'ingénieurs, pour mieux comprendre ces phénomènes qui aboutissent aux malformations crânio-faciales. Donc je vais vous présenter quelques-uns des projets du laboratoire. Après, Maxime Taverne, qui est postdoctorant, va vous en présenter un beaucoup plus en détail. Et puis je vais vous présenter aussi 2 applications cliniques de ces approches. Alors, un des premiers projets, c'est qu'on a essayé de comprendre la croissance dans une des craniosténoses les plus fréquentes et dont la prévalence augmente d'ailleurs, qui s'appelle la trigonocéphalie. Ce sont des enfants qui ont une fusion précoce de la suture métopique au milieu de l'os, entre les 2 hémi-os frontaux, et qui ont un crâne qui adopte une forme en triangle. Et c'est assez mystérieux, cette trigonocéphalie, parce qu'on ne sait pas très bien quel est le mécanisme qui aboutit à la formation de ce crâne en triangle. Les théories classiques ne l'expliquent pas vraiment. Donc, on a construit un modèle, vous voyez, à gauche, c'est le crâne qui est en croissance, un modèle de croissance de trigonocéphalie à partir des données qu'on a. Et on a pu faire grandir artificiellement ce modèle et essayer de faire de la simulation pour comprendre d'où venait, quelle était l'origine de ce crâne, de cette forme en triangle du front. Donc c'est pas aussi simple que ça d'y apporter une réponse, donc on y travaille encore, mais le processus pour répondre à cette question passe par de la modélisation et de la simulation de croissance. Et en bas, vous voyez de la superposition entre des formes qui ont été obtenues par la simulation et puis le scanner réel du patient. On a fait artificiellement grandir le crâne du bébé et puis on l'a superposé à son vrai crâne qu'il avait eu lors d'un 2e scanner et on a pu voir si notre modèle était valide ou pas et si notre simulation était conforme à la réalité. Un autre exemple, on a adopté une approche un peu similaire pour l'achondroplasie. C'est une pathologie qui rentre dans le grand champ des nanismes et qui est due à une mutation de FGFR3. Et là, on s'est posé des questions plus fonctionnelles. On a fait de la simulation de croissance sur le crâne et la mandibule de ces patients pour essayer de comprendre comment leur phénotype s'aggravait avec l'âge. Donc là, vous avez la simulation de la croissance d'un crâne d'achondroplaste sur la première ligne et d'un crâne normal sur la 2e ligne. Et ça nous a permis aussi de faire des liens avec la fonction et d'essayer de comprendre quels étaient les facteurs anatomiques qui étaient liés à des phénomènes comme l'apnée du sommeil, par exemple. Et donc, cette simulation de croissance nous a permis de mieux comprendre comment l'anatomie du crâne de ces patients déjà évoluait avec le temps et comment elle était reliée avec certains phénomènes cliniques que nous devons prendre en charge dans leur plan de traitement, et notamment l'apnée obstructive du sommeil. Ça, c'est le sujet dont Maxime va vous parler ensuite. C'est tout un pan de recherche que nous avons développé sur la charnière crânio-rachidienne. C'est une zone anatomique qui est particulièrement pertinente à étudier en appliquant de la modélisation et de la simulation, parce que son fonctionnement et sa croissance sont très mal connus. La charnière est à peu près connue chez l'adulte, mais chez l'enfant, on ne connaît vraiment rien dessus sur son fonctionnement. Et il se trouve que c'est une zone qui est atteinte de manière très préférentielle dans les fasciocraniosténoses, pour des raisons qu'on ne comprend pas encore, mais qu'on est en train d'explorer, qu'elle est aussi atteinte dans l'achondroplasie et qu'elle nous oriente aussi vers toutes sortes d'autres maladies, comme le syndrome du bébé secoué aussi, qui sont traumatiques. Mais notre processus de simulation et de modélisation va nous amener aussi à pouvoir aborder d'autres problématiques qui sortent du cadre des pathologies de la filière. En tout cas, c'est une zone qui est vraiment très peu explorée, et ça, Maxime vous exposera en détail notre plan de recherche pour la charnière. Nous avons aussi un focus sur le muscle temporal. Vous voyez ici un schéma d'une vue opératoire d'une ostéotomie monobloc dont je vous ai parlé au début. Ce muscle est décollé et repositionné. Et donc, on a une petite équipe qui travaille sur les conséquences du décollement et du repositionnement du muscle temporal pour la fonction surtout masticatoire en post-opératoire. Et pour ça, ils utilisent, comme vous voyez à droite, des outils de segmentation, de modélisation et de simulation biomécanique pour essayer de voir ce qui se passe quand on fait comme si on opérait sur un modèle et qu'on simule les mouvements de la mâchoire après avoir modifié la position du muscle temporal. Donc là encore, on s'approche plus de la clinique et c'est une simulation chirurgicale, si vous voulez, sur un modèle virtuel qui permet après en le faisant fonctionner, qui permet d'essayer de comprendre les conséquences du geste chirurgical.
Là, on sort un peu du cadre de ce qui est crânio-facial, mais c'est encore un des projets du laboratoire et c'est le dernier que je vais vous présenter en détail. On a toute une équipe qui travaille sur la très grande quantité de photographies qu'on a à l'hôpital Necker de patients avec des malformations faciales et crânio-faciales et qui essayent de construire des modèles de moyens de toutes les pathologies génétiques dont on a les photos en utilisant les centaines et les milliers de photos qu'on a avec des outils à la fois morphométriques et d'intelligence artificielle. Vous voyez, en haut à droite, on s'est concentré sur le visage et en bas à gauche, c'est plutôt sur l'oreille. Et on combine ça avec des données aussi plus à plus petite échelle, comme en bas, vous voyez une étude qu'on est en train de mener en parallèle sur le développement des muscles de l'oreille et tout ça pour construire des modèles et pour simuler la croissance de ces pathologies et pour mieux à la fois les diagnostiquer et comprendre comment apparaissent les malformations. Donc on peut aussi faire de la modélisation et de la simulation à partir de photos en 2 dimensions. Ce n'est pas forcément à partir d'images en 3 dimensions comme ce qu'on a vu dans les diapositives précédentes. Et je vais juste terminer en vous montrant 2 exemples d'applications cliniques vraiment dans la pratique quotidienne de toutes ces démarches qui sont plutôt, pour l'instant, dans ce que je vous ai montré, de l'ordre de la recherche un peu fondamentale et un peu appliquée. Là, c'est 2 exemples. Le premier, c'est, vous voyez, sur les 4 photos du patient, c'est une pathologie qu'on rencontrait dans le service. On a une dizaine de patients qui ont cette pathologie et personne ne comprenait vraiment d'où venait cette pathologie. Avec une des chefs de clinique du service, le docteur Senia, on a essayé d'explorer un peu le domaine et puis on s'est posé la question de voir si cette pathologie pouvait ou non être liée à des syndromes d'hémi-hypertrophie ou d'hypercroissance. Et il se trouve qu'à l'hôpital Necker, il y a un grand spécialiste de ces syndromes qui est le professeur Guillaume Cano, qui a non seulement mieux caractérisé ces syndromes et qui a en plus trouvé un traitement ciblé pour ces syndromes. Et ça illustre aussi tout l'intérêt d'être dans un environnement aussi riche que Necker, d'avoir des laboratoires où on est entouré de spécialistes avec lesquels on peut partager des idées et développer de nouvelles approches. Donc on a biopsié les muscles de ces patients qui avaient ce tableau clinique assez surprenant avec une sorte d'hémicontraction et on a trouvé que ça rentrait dans le cadre des pathologies qui avaient été caractérisées par le professeur Cano et qui sont toutes dues à une mutation activatrice d'un gène qui s'appelle PIK3CA et pour lesquelles il y a un traitement. Et donc, on a caractérisé avec du traitement d'image ce qui se passait au niveau musculaire chez ces patients. Ils avaient tous une hypertrophie des muscles de la face. Et ils sont maintenant, toute notre série, et tous les patients de notre série sont sous traitement, le même traitement que celui développé par le professeur Cano. Vous voyez en bas un patient après 3 semaines de traitement, vous voyez qu'il y a eu un début d'amélioration. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment quantifier cette amélioration et comment démontrer que notre traitement fonctionne en suivant ces patients. Et c'est là qu'on a utilisé les outils de modélisation et de simulation. On a utilisé des photographies 3D du visage de ces patients et au fur et à mesure du traitement, on a superposé les photos, image après image en 3D, et on a réussi à construire des modèles de modification de la surface du visage de ces patients en fonction du temps, et on a pu suivre, en utilisant à peu près les mêmes outils que ce qu'on avait développé dans ce que je vous ai présenté avant, mais là, appliqué vraiment à une problématique clinique, suivre les effets de ce traitement, l'alpécilib, sur la récupération progressive de l'asymétrie hémifaciale de ces patients. Donc en bas, vous voyez une image de ces photographies 3D qui sont superposées et qui montrent les zones de différence maximale en rouge entre deux étapes du traitement. Et enfin, pour finir, je vous montre juste en quoi est-ce qu'on peut aussi utiliser ces outils pour l'enseignement de 2e cycle, de 3e cycle et pour l'éducation thérapeutique des patients, et en quoi tous les outils qu'on développe, grâce à la plateforme d'impression 3D qu'on a au laboratoire, peuvent être appliqués à tous les composantes de la filière tête-cou. On a développé des modèles d'enseignement plus ou moins perfectionnés, c'est-à-dire plus ou moins interactifs. Par exemple, vous voyez, on a un modèle de kyste dentaire qu'on a développé avec nos collègues dentistes et qui est utilisé à l'université. On a un modèle de fente labiopalatine pour expliquer à la fois aux parents, mais aussi aux infirmières pour les soins post-opératoires qui sert au CRMR, MAFAS et Spraton. Avec les ORL et le docteur François Simon, on a développé un modèle d'examen du tympan. On a des modèles aussi plus liés à la chirurgie crânio-faciale, plus liés à notre travail avec les collègues ophtalmo. On combine ça avec des enseignements par réalité virtuelle. Et en gros, tout ça, c'est pour dire que les outils qui sont un peu détachés de la réalité clinique qu'on développe dans le laboratoire peuvent aussi servir à construire ce type d'objet qui a une utilisation pratique très directe. Et aujourd'hui, à l'Université de Paris, grâce notamment au soutien financier de la filière pour un de ces projets, on utilise ces modèles-là pour l'enseignement au jour le jour. Et encore une fois, grâce au soutien de la filière, on utilise aussi ces objets pour l'éducation thérapeutique des patients, notamment pour les fentes et pour les craniosténoses.
Donc c'est des outils, on peut partir de questions fondamentales un peu détachées de la réalité clinique, explorer l'origine des malformations, mieux les comprendre, pouvoir mieux suivre les traitements et avoir des décisions cliniques plus fondées sur la science grâce à ces outils, mais aussi développer vraiment des instruments d'enseignement à la fois pour les étudiants, pour les parents et pour les soignants. Merci pour votre attention. Une question justement sur les modélisations sur photo, je crois. Quelles sont alors, je ne sais pas si vous pourrez répondre en question précisément, quelles sont les cohortes actuelles pour la modélisation et l'analyse de photos sur les différentes pathologies? Alors, ou plus généralement, est-ce que ce sont uniquement des patients qui ont été ici suivis à Necker ou sur plusieurs sites? C'est multicentrique, c'est unicentrique? Alors oui, c'est vraiment une question très importante. Donc d'abord, ce type de recherche qu'on a monté, ça repose sur le fait d'être sur un site assez exceptionnel, ici à Necker, où on a accès à beaucoup de données de patients. Et on se repose aussi sur l'ensemble des sites de la filière. Et donc ce qui serait bien dans l'avenir, c'est de pouvoir développer des récoltes de données multicentriques. Pour l'instant, les données qu'on utilise sont celles du site de Necker. Et comme je vous ai dit, on collabore avec tous les CRMR, en priorité avec Mafas et Craniost, avec le docteur Giovanna Paternoster qui s'occupe de Craniost, et le professeur Arnaud Picard et le docteur Eva Galliani pour Mafas. Donc c'est les principales sources d'interaction clinique pour les patients, mais on travaille aussi avec les autres éléments de la filière. Donc la plupart des données sur lesquelles on travaille maintenant sont issues des patients vus à l'hôpital Necker. Mais ce n'est pas du tout une perspective fixe pour l'avenir. Et dans l'idéal, pour les maladies rares, c'est de construire des bases multicentriques. C'est très compliqué sur le plan réglementaire de construire des bases multicentriques, d'autant plus que ces données sont par définition identifiantes, c'est des photos. Mais on y travaille. On a un projet notamment actuellement à l'hôpital Necker qui s'appelle Face for Kids, qui consiste à construire une base de données multimodale sur les malformations crânio-faciales qu'on va d'abord localiser ici et après secondairement étendre à l'ensemble des centres de la filière dans laquelle on pourra mettre des photos, des radios, de la génétique et qui sera sécurisée. Mais pour l'instant, pour répondre à la question, c'est uniquement des patients qui ont été vus sur site. Ça anticipe un petit peu ma question suivante qui était, tu vois, tu as parlé de l'analyse des photos effectivement pour construire voilà, des modèles en fait, pour voir s'il y a peut-être une analyse automatique du faciès qui pourrait être réalisée avec éventuellement la mise en parallèle de données génétiques par exemple, ce qui sous-entend que ces données sont déjà compilées d'une manière ou d'une autre, parce que si elles ne le sont pas, il y a un travail de saisie qui est fondamental, qui est aussi colossal. Donc effectivement, créer une base de données qui d'emblée rassemble ces informations, c'est l'avenir sûrement. Alors c'est clairement l'avenir et ce sera un outil de travail exceptionnel pour avancer beaucoup plus vite dans ce type de questions. Et c'est ce qu'on est en train de faire à Necker. Donc c'est le projet Face for Kids que j'ai mentionné, dans lequel il y aura l'imagerie, la photo, la génétique, les données cliniques compilées à partir d'une même interface. Toutes ces données existent mais elles sont dispersées. Pour l'instant, on s'est concentré sur 4 pathologies, les pathologies FGFR entre autres, mais on va étendre le champ des pathologies et le champ des centres, j'espère, dans l'avenir, pour qu'on puisse tous mettre nos données en commun et avoir des résultats plus pertinents pour ces maladies qui concernent chacune peu de patients finalement. Moi, j'ai plus une remarque. Oui, pardon. Oui, excusez-moi. J'avais une question. Quel est le dispositif photographique 3D que vous utilisez? Alors, on utilise une caméra Artec 3D, le modèle qui s'appelle Spider. C'est l'un des. Il y a beaucoup de technologies différentes. Ça, c'est une caméra manuelle qui prend des séries de photos très rapides avec des petits flashs. Mais j'espère qu'on va pouvoir dans l'avenir installer un système fixe de photos 3D qui est beaucoup plus adapté aux enfants, parce que ce qu'on a maintenant, ça sous-entend que l'enfant reste assez calme pendant la saisie, qui dure à peu près 1 minute, ce qui est parfois impossible. Donc j'aimerais bien qu'on puisse investir pour avoir un système fixe de photos 3D. C'est en cours de réflexion, mais c'est assez onéreux. C'est à peu près dans les 30 à 50 000 euros pour avoir l'installation dans une pièce dédiée. Donc le modèle 3D MD est toujours valide, c'est toujours la Rolls-Royce de l'acquisition en 3D. Alors le principe derrière 3D MD, oui. Après, il y a plusieurs fabricants, mais le fait d'avoir une pièce dédiée avec les caméras, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Alors maintenant, on peut prendre des photos 3D avec son iPhone. Le dernier iPhone a un système très performant. C'est juste que c'est un peu plus long. Et donc, c'est pas en un seul flash et une seule photo. Et pour certains, pour les petits, par exemple, c'est pas forcément adapté.